Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 20 juin 2023 et c'est l'épisode supplément de la semaine, donc on l'enregistre à quelques jours avant sa diffusion. Et pour écouter l'info incontournable, celle qui n'attendait pas le supplément, vous pouvez écouter l'épisode précédent de Tech Café dans le flux du podcast. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve l'auteur et responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Ça va toujours bien, j'ai l'impression. Hein. J'attends le jour où tu vas me dire « Ah, c'est terrible, je fais très mal. » L'enthousiasme fait je pourrais faire ça un jour. Et je ne saurais pas comment réagir, ça va être terrible. Et en plus, je ferai un épisode extrêmement noir, tu sais, comme ça. Oh, quelle horreur, non. Comme il y a déjà suffisamment de sujets déprimants. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, tu fais pas que ça, et puis tu les traites avec plus d'enthousiasme que je ne pourrais peut-être le faire, on va savoir. En attendant, je voulais rappeler, avant qu'on aborde les sujets qui permettent de compléter une veille de la tech sur cette semaine, le fait donc que Tech Café est disponible sur une page de financement participatif récurrent sur Patreon, patreon.com/techcafé. Le principe est très simple, en échange de quelques euros par mois, vous vous assurez de la présence durable dans le temps de Tech Café, dans votre app de podcast et dans votre quotidien, pour votre veille, dans un format qui, je l'espère, remplit plein de conditions. Le fait qu'on n'a plus beaucoup de temps d'attention disponible à lire des choses, à regarder des vidéos. Là, c'est de l'audio, donc ça s'insère peut-être un peu plus facilement. Et puis surtout, je l'espère aussi, le format vous permet de bénéficier d'un environnement un peu positif, un peu agréable, avec un petit peu de connivence avec nous, comme le propose l'audio. Et puis, en nous soutenant sur Patreon, vous profitez en contrepartie du flux du podcast sans la pub, avec un chapitrage exhaustif, complet de chacun des sujets abordés. On vous invite évidemment aussi à commenter sur techcafé.fr sur les articles qui accompagnent la parution des épisodes et à converser sur Discord, techcafé.fr/Discord. Guillaume, sans trêve de cavalcade et sans autre forme de procès, on va pouvoir donc compléter les news de la semaine. Tu avais plein de choses autour de l'intelligence artificielle que tu voulais rebrancher. On n'a pas tout dit en matière d'intelligence artificielle alors. Écoute, non. Avant ça, j'ai oublié de te dire la dernière fois que j'ai un ami qui m'a indiqué quelle était l'origine de cette expression sans autre forme de procès. Ah! Et tu sais que, en fait... Ah, ça va me casser le truc. Donc, il y a dans Le Loup et l'Agneau, quand il bouffe l'agneau, il dit sans autre forme de procès. Ah oui, ça me parle. Oui, tout à fait. Ça, je le savais, ouais. Et en plus, apparemment, ça vient du fait que quand on faisait un procès un petit peu expédié et qu'on voulait, en gros, exécuter quelqu'un, on disait, on va exécuter sans autre forme de procès, ça va bien maintenant, hop, pouf, quick. Donc, c'est... Alors, tu sais pourquoi moi, je crois que je l'avais dit en plus dans un épisode peut-être 200 ou je sais plus, j'avais donné l'anecdote, mais j'avais mon prof de maths et ça m'avait énormément marqué, qui enchaînait les problèmes en disant sur d'autres formes de procès. Et alors, ce qui est assez rigolo dans ce que tu me dis, c'est que du coup, je vois autrement mon passé vécu, je crois que c'était au lycée, en mathématiques avec Monsieur Dupeux. Voilà, si Monsieur Dupeux... d'exécution sommaire. Exactement, il voyait ça comme des exécutions. Écoute, c'était un prof qui était vraiment pas aimé du tout de la part de je l'adorais. Franchement, je trouvais qu'il avait un sarcasme et une espèce de côté comme ça, pince sans rire, qui était génial. Et les mathématiques passaient très très bien avec lui. Je trouve que c'était vraiment un prof de maths idéal. Donc bon. Du coup, je vais conserver ma formule désormais consacrée encore plus qu'avant peut-être. Et donc, sans autre forme de procès, compléter les news autour de l'intelligence artificielle. Et là, on va s'intéresser un petit peu sur les intelligences artificielles génératives qui aident un peu les développeurs, Guillaume. Bah oui, parce qu'un des domaines où la génération de texte est la plus prometteuse, finalement, c'est celle du code. Alors perso, ça m'a surpris d'ailleurs, mais les modèles de langage, pourvu qu'ils soient suffisamment gros, ont tendance à être assez efficaces pour écrire des programmes, des fonctions, ou même carrément des petites apps. Et en fait, il semble que le code soit un domaine plus simple pour les IA que le texte en général. C'est parce que c'est plus cadré, c'est plus standardisé, il y a moins d'incertitudes. Il y a moins d'histoire de style. Exactement, il y a moins d'incertitudes et de variations finalement, et ça marche étonnamment bien. Comme d'ailleurs en avait témoigné Steph ici même, quand il avait appris à coder, dans un langage qu'il connaissait pas, et l'industrie s'y trompe pas, puisque tout le monde a la sienne en gros. Il y a Copilot, il y a Code Whisperer, il y a aussi CodeGen de Salesforce, il y a StarCoder, il y a Tabnine. Et du côté des devs, c'est pareil, 77% des développeurs sont favorables à leur utilisation, et 70% en utilisent déjà ou prévoient d'en utiliser à brève échéance. C'est un sondage de Stack Overflow qui dit ça.
Donc pour 33%, c'est pour la productivité, tout simplement, et pour 25%, pour apprendre un nouveau langage. Et c'est vrai que même avec un modèle de petite taille, on va dire, comme Vicuña par exemple, tu peux poser des questions, demander des exemples sur n'importe quel langage, tu peux discuter avec un petit peu, comme avec un prof, sur n'importe quel langage quasiment, et c'est vraiment très très cool. C'est d'ailleurs un usage c'est très concrètement ce que présentait Steph auquel tu fais référence. Il expliquait à quel point ça a aidé à comprendre le fonctionnement d'un langage. Au passage, il y a David Louapre de Sciences Étonnantes, avant de te laisser continuer, qui témoignait récemment dans l'émission Mi-Code sur YouTube, à quel point Copilot l'aidait dans des développements. Et il était vraiment bluffé d'arriver presque mieux que David lui-même à anticiper ce qui allait arriver derrière dans la suite de son code. Donc c'était vraiment bluffant a priori. Moi j'ai pas eu la chance d'expérimenter ça encore, mais ça a l'air d'être assez dingue. Je te laisse continuer après mes digressions. Ah bah écoute, c'est intéressant. Et d'ailleurs c'est GitHub justement qui remporte la palme du modèle pour la programmation avec Copilot, le plus utilisé avec 55%, et après c'est Tab9, et puis ensuite c'est Code Whisperer. Sinon, ChatGPT, en général, c'est quand même l'outil IA le plus utilisé globalement, avec 83% des suffrages. Bing est à 20%, et Bard est à 10%, ce qui laisse assez songeur d'ailleurs sur le retard pris par Google vis-à-vis de Microsoft. Donc Stack Overflow a mené une enquête dans 185 pays, il a reçu 900 000 réponses, donc c'est quand même assez gros, quoi. Et il y a aussi un gros grain de sel à rajouter à tous ces outils quand même, qui apparaît dans les réponses, c'est que si les codeurs utilisent les IA, ils leur font pas confiance. Il y a que 3% qui leur font entièrement confiance, il y a 39% qui leur font à peu près confiance, et il y a 27% pas du tout confiance, et aussi 31% sans opinion. Donc les codeurs sont bien conscients que les hallucinations sont là, et aussi dans le code qui est généré, comme partout ailleurs. Et Google lui-même, c'est pas le dernier, puisque dans un mémo interne, Google recommande à ses propres employés de ne pas utiliser le code produit par Bard, en tout cas pas tel quel, et d'éviter aussi de lui révéler des données confidentielles. C'est une recommandation plus ancienne qui date de février. Donc Google déconseille à ses propres programmeurs d'employer l'outil qu'il recommande aux autres, c'est quand même un petit peu étrange, ça la fout mal, ça range pas trop l'image de marque du Bard, un peu cher. Et quoi qu'il en soit, il y a une véritable ambivalence quand même sur Stack Overflow, et plus largement sur les IA génératrices de code, parce que oui, ça peut faire gagner du temps, elles peuvent aussi produire du code inutilement lourd, avec des vulnérabilités ou des erreurs qu'il faut corriger, donc voilà, il faut être attentif. Même comme ça, ces outils, c'est des choses qui vont devenir la norme très bientôt, et du coup la génération de code risque d'inonder le forum, aussi Stack Overflow, et le site a beaucoup de mal en fait à savoir à savoir comment gérer ça, quoi. Tout cet afflux de code qui est pas forcément de meilleure qualité, qui peut même contenir des erreurs. Donc bon, il y a vraiment une grosse tension sur Stack Overflow là-dessus en ce moment. Et puis il pourrait y avoir cette fameuse dégénérescence dont on parlait, des intelligences artificielles qui commencent à se nourrir du contenu produit par des intelligences artificielles aussi dans le domaine du code. Je voulais te poser une question d'ailleurs par rapport à ce que tu nous rappelles, c'est que quel était le stade de développement des modèles de langage en 2018 ? Et très précisément, tu vois, je te donne une date, tu verras pourquoi elle est donnée, elle n'est pas au hasard. Quelle était la vision des modèles de langage en 2018 si j'étais en gros à la place d'un Microsoft ? Comment j'aurais vu les choses en 2018 ? Bon, en 2018, les modèles de langage existaient, mais ils étaient là pour faire comment dire ? Je crois que c'est l'époque où est sorti GPT-1 ou pas loin. Donc, et GPT-1, il n'était pas vraiment capable de faire de la génération. C'était beaucoup trop mauvais pour être utile. Et donc, à cette époque-là, si tu veux, ça commençait à peine, mais on faisait des modèles de langage pour faire de la statistique, en réalité. Pour faire des prévisions statistiques, et ça restait très académique. Il n'y avait pas réellement disons, à cette époque-là, on aurait probablement, on n'imaginait pas, si tu veux, on pourrait avoir une qualité aussi incroyable et un nombre d'applications aussi incroyable avec des modèles de langage. C'est pas du tout. Donc ce n'est pas les perspectives de développement à long terme qui auraient pu motiver à l'époque Microsoft dans le rachat de GitHub en juin 2018. Non. Il y a donc de ça 5 ans. Je pense que c'était une vision bien trop stratégique, avancée de ma part et qui n'avait pas lieu d'être à l'époque. Très bien. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement, je pense que c'est la clé de cet épisode, comment avoir des IA plus fiables. On sent, c'est le nerf de la guerre quand même. Ben oui, on parle sans cesse d'hallucinations, les erreurs faites par les modèles de langage, c'est un fléau, et en même temps, c'est une fatalité. Un modèle de langage, c'est pas une base de données, donc il y a fatalement des choses qu'il ne sait pas, et comment pourrait-il avoir conscience qu'il ne sait pas quelque chose ? Bon. Ben justement, à ce propos, il y a un article très récent du 7 juin dernier de l'université d'Harvard qui semble montrer que dans une certaine mesure, les modèles de langage ont effectivement une notion de ce qui est vrai ou pas, qu'ils peuvent être conscients, entre guillemets, de se tromper.
Alors, j'utilise ce terme conscient comme une métaphore, hein, mais les résultats de l'article sont quand même très étonnants, puisqu'il est possible de réduire les hallucinations d'un modèle de langage, en l'occurrence un lama de méta, en envoyant des petites impulsions ciblées là où il faut, dans ces neurones, au moment où ils génèrent la réponse. Des petites gifles, quoi. Ouais, mais c'est même comme si tu mettais dans le crâne des petites électrodes, tu vois, et que t'envoyais comme ça des petites impulsions. C'est vraiment ça. Et ce qui est important, c'est que cette intervention chirurgicale un petit peu là, donc qui a donc lieu pendant l'inférence, pendant le calcul, elle dépend pas de la question. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de lui souffler en quelque sorte des infos qu'il n'a pas du tout. En fait, on agit d'une manière fixe, à un endroit précis, et le lama passe de 32% de réponses justes à 65%. Donc c'est magique. Donc c'est une technique qui s'appelle Inference Time Intervention, donc c'est ET. Voilà, c'est un truc qui utilise un outil assez récent pour tenter d'analyser un petit peu le fonctionnement interne d'un réseau de neurones, on appelle ça les sondes, précisément les sondes linéaires. Pour expliquer comment ça marche, on va imaginer un transformer comme un énorme plat de lasagne. Donc tous les modèles de langage, que ce soit GPT, Palm, Lama, tout ce que vous voulez, ce sont des transformers, donc c'est un énorme plat de lasagne, une lasagne géante, donc c'est un empilement de couches comme ça. Énorme. Tu me donnes faim. Mais... Donc il y a une couche dite d'attention, une couche dite feed-forward, et on recommence. Voilà, pas besoin de rentrer dans les détails. Il faut bien voir que chaque couche est composée d'un grand nombre de neurones, avec chacun des poids, qui pondèrent les entrées de la couche, et qui sont utilisés pour calculer la sortie de la couche. Et la sortie de la couche est envoyée à la couche d'après, etc., etc. Donc une entrée dans un modèle de langage, c'est un prompt qu'on va encoder avec des nombres, bien sûr, mais bon voilà, c'est pareil, c'est le prompt, on va en rester là. Donc ce prompt encodé va passer successivement, en fait, à travers toutes les couches de lasagne, du bas vers le haut. Et le fromage, au sommet, c'est le résultat, qui sera en l'occurrence ici les probabilités du mot qui suit, ce prompt. J'aimerais que tu précises que c'est de la béchamel plus que du fromage, non ? Alors, si tu préfères, la béchamel, c'est effectivement le résultat, tout à fait. Très bien. Soyons précis. L'idée, c'est que l'entrée est donc modifiée en passant à travers chaque couche de lasagne. Et à chaque étape, on a un résultat partiel. Une couche de pâte, un résultat, une couche de viande, un autre résultat, encore une couche de pâte, etc., etc. Donc en gros, on a des résultats partiels à moitié calculés, des résultats pas vraiment cuits, mais qui peuvent quand même à chaque fois contenir des informations interprétables à chaque couche. Un modèle de langage, c'est une succession de gros calculs, et on peut très bien s'arrêter avant la fin. Mais ce qui a été fait jusque-là, ça peut donner une idée du processus interne jusqu'à cette étape que fait le modèle complet. Alors évidemment, le problème, c'est d'interpréter ce qu'on voit. Parce qu'évidemment, c'est pas écrit, c'est pas des trucs en clair, quoi. Donc dans notre cas à nous, là, on veut voir si une couche est liée au fait que le réseau se trompe quand il répond à une question. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs couches de la lasagne dans laquelle est cachée une notion de ce qui est factuel ou pas ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare un questionnaire, déjà, de base, dont on connaît évidemment toutes les bonnes réponses, et à chaque fois on sait si le modèle répond vrai ou faux, donc on lui pose des questions, on note ce qu'il fait, et ensuite on va surveiller toutes les couches, pour toutes les réponses. Techniquement, il surveille en fait que les têtes d'attention, si on veut être plus précis que ça, mais bon, c'est pas important, disons qu'il surveille toutes les couches. Le truc, c'est qu'on a un ensemble de données qui relient des valeurs numériques dans les couches à une suite de résultats qui est juste 0 ou 1, vrai ou faux. Et ce qu'on connaît, ce qu'on essaye d'entraîner, ce qu'on va faire, ce qu'on connaît, c'est ça. Donc ça constitue un dataset, quelque part. C'est ça le truc. Et ensuite, on va essayer d'entraîner donc d'autres réseaux de neurones, des petits réseaux tout simples, à une seule couche, et on va essayer de trouver des corrélations entre les deux. Donc on va essayer d'entraîner ces petits réseaux pour essayer de deviner, c'est des réseaux qui vont avoir la mission de deviner le résultat de la question, enfin de deviner s'il a répondu juste ou pas, en fonction de ce qu'il y a dans une certaine couche. Donc en gros, c'est des sondes qu'on étalonne quelque part. Donc c'est des sondes parce qu'elles vont sonder l'état interne du réseau pendant qu'il fait son travail, et on les étalonne pour voir si elles sont capables de déduire quelque chose. Parce que l'étalonnage, il peut échouer. Si la sonde, elle n'arrive pas à deviner, si elle n'arrive pas à faire mieux que le hasard complet, c'est mort, tant pis. Il n'y a rien dedans qu'on puisse exploiter. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est que justement, donc sur ces questions-réponses, il y a certaines sondes qui détectent effectivement si le réseau va répondre vrai ou faux, avec une probabilité qui est supérieure à celle du hasard pur. Et parfois même jusqu'à 83% des cas. Ah oui. Donc là, c'est plus du hasard. Donc en gros, ça veut dire que le réseau est capable, dans une certaine mesure, de prévoir qu'il dit quelque chose de faux. C'est pour ça que j'ai dit métaphoriquement qu'il avait conscience de se tromper. Ah, c'est très fort. Parce que quand il se trompe, dans une bonne proportion des cas, il y a des neurones qui le savent. C'est-à-dire qu'il y a des neurones qui sont corrélés avec le fait de se tromper.
comme si non seulement le réseau savait plus de choses qu'il ne le dit, mais qu'en plus, il avait une idée de si c'est vrai ou pas, ce qu'il va dire. D'une probabilité que ce qu'il dit soit vrai ou pas. Et c'est confirmé, en fait, quand on essaye de le chatouiller. Quand on chatouille ces neurones exactement au endroit qu'on a repéré, ben en fait, il est possible d'intercaler entre les couches qui vont bien, les couches qu'on a repérées, on va intercaler on va s'intercaler dessus, on va pousser le réseau à dire au plus souvent un truc vrai, en biaisant légèrement certains de ces neurones. Donc cette petite intervention chirurgicale, elle est bénigne, elle demande que finalement très peu de calcul, sur assez peu de poids, et elle augmente de manière significative la fiabilité du modèle. Donc encore une fois, l'intervention se fait une fois pour toutes. On module pas en fonction des questions. On passe le lama sur le billard une bonne fois, voilà, on lui met les petits implants là, pic, et puis voilà, après, il dit plus souvent la vérité. Donc c'est super cool. Parce qu'évidemment, ça a une utilité pratique évidente, de limiter les hallucinations d'un modèle de langage, forcément, mais en plus, ça montre que ces machins sont peut-être encore un peu plus subtils qu'on l'imaginait. Et de plus en plus, on constate qu'ils ont des structures et des concepts internes d'assez haut niveau, peut-être jusqu'à une certaine forme de compréhension, on va savoir. Je suis un petit peu sur le cul parce que ça me semble quand même assez massif, non, comme évolution dans la manière. Pourquoi est-ce que c'est pas plus j'ai l'impression que tu nous glisses ça, tu vois, entre l'entrée et le plat de résistance d'un épisode supplément. Ça me paraît quand même assez massif parce que c'est un des leviers hyper importants pour améliorer les intelligences artificielles génératives que de améliorer leur fiabilité. J'ai l'impression que tu nous as trouvé une solution qui ressemble à une solution miracle, qui coûte pas trop cher et qui donne tout de suite des bons résultats. Est-ce que on peut s'attendre à ce que toutes les IA génératives intègrent ces petites opérations chirurgicales maintenant? Écoute, c'est possible. En tous les cas, ces interventions en temps réel comme ça, oui, c'est quelque chose qui pourra se développer, effectivement. Après, c'est une recherche qui est très très récente, qui a été faite sur un seul modèle, qui demande à être confirmé, le Lama 7B, donc sur un modèle qui est relativement petit. Donc ça demande des confirmations sur des modèles plus gros. Okay. Est-ce que c'est gérable sur des modèles plus gros? Parce qu'évidemment, quand t'as 175, t'as 100, 200 milliards de paramètres, c'est pas forcément aussi évident. Mais oui, c'est une piste pour pas éliminer, mais pour réduire les hallucinations dans les modèles de langage, ouais. Génial. Écoute, on a l'impression de faire le relais d'une expérience scientifique sur le cerveau des fourmis en ayant le cerveau des souris en ayant le secret espoir qu'on puisse le transposer à l'être humain. Écoute, très bien. Je me réjouis. On va continuer avec les intelligences artificielles, mais Guillaume, quelque chose qui va nous ravir tous autant qu'on est, un usage extrêmement pratique, la révolution de la cabine d'essayage, peut-être le début de la fin des boutiques, Guillaume. Non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Je saute une ligne, c'est ça? Tu sautes une ligne, exactement, et c'est une grosse. On y reviendra, hein. Tu me promets, on parlera de ça. Bien entendu. Mais non, on parle des IA qui se font leurs idées. Oui, parce que je sais que la question de la compréhension dans les modèles de langage, elle est assez controversée. Et elle est parmi les auditeurs de Tech Café aussi, bien évidemment, mais pas seulement. C'est une controverse aussi parmi les pros du domaine. Et aussi assez généralement. Si on en croit un article de Mélanie Mitchell et David Krakauer en 2022, donc c'est un sondage qui a été fait sur 480 professionnels de l'étude du langage naturel. Donc en 2022, il donnait un partage quasi équivalent entre ceux qui pensent qu'un modèle de langage peut comprendre le texte d'une manière non triviale et ceux qui pensent le contraire. Donc, il y a 51% qui sont positifs pour être précis. Donc la communauté est divisée sur cette question du sens et de la compréhension. Toi, tu fais plutôt partie de la deuxième partie, toi, si je dis pas de bêtises. Moi, je lis. Après les articles que je viens de lire, évidemment, ça change un petit peu les choses. Donc il y a des recherches récentes de cette année qui peuvent laisser penser qu'une compréhension du sens peut se développer à partir de la forme. Alors c'est loin d'être évident. On l'a dit ici plein de fois, un modèle de langage est entraîné à donner une distribution de mots probable après une autre suite de mots qu'on lui donne. Donc il n'est pas entraîné pour discuter avec toi, pour traduire des textes, faire des jeux de mots, écrire des poèmes ou coder. Mais il sait le faire quand même. Il y a une quantité de capacités émergentes pour les très gros modèles, si tu veux, qui est assez impressionnante. Donc ça montre finalement que la tâche a priori très spécifique de prévoir juste le mot qui suit est en fait beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Et qu'elle a même une complexité qui est telle que le modèle ne peut pas le faire sans se construire des représentations internes sophistiquées, des concepts en quelque sorte, qui sont d'ordre sémantique. Voilà, donc on en avait parlé, chez OpenAI, ils ont essayé d'en voir certaines sur des versions des petites versions de leur modèle, et ça marchouillait un petit peu. Tu sais, quand on avait parlé des neurones par exemple qui étaient liés au nom propre, des neurones qui étaient activés quand on parlait de trucs de nourriture, etc. Donc
c'était un début, mais c'était vraiment très basique, et on pouvait pas vraiment conclure que le modèle comprenait ce qu'il disait. Parce que c'est quand même un problème très délicat. Un modèle de langage s'entraînait donc sur de la forme, et par la manière même dont il est entraîné, il devrait être incapable, a priori, de faire autre chose que répéter des motifs statistiquement fréquents. Des suites de mots qui sont corrélées de manière superficielle. Il n'y aurait pas, malgré les apparences, de vraie compréhension des mots eux-mêmes. Donc, le sens peut-il être appris de la pure forme ? Eh bien, il se trouve que 2 articles que j'ai vus récemment ouvrent la voie à cette possibilité. Donc le sujet est controversé, mais les articles sont rigoureux, ils portent aussi sur des modèles spécifiques, très contrôlés, encore une fois. Et bon, moi, je relais des recherches que j'ai vues et je vous donne les références. Donc ne tapez pas, s'il vous plaît. Voilà, attention. Mais bon, parmi ces 2 articles, il y en a un qui se focalise sur un petit modèle de langage entraîné sur des parties d'Othello, et un autre qui se focalise sur donc des programmes qui déplacent un petit robot virtuel, une petite tortue. Donc, c'est des modèles qui sont pas du tout des modèles aussi compliqués que GPT-4 ou Llama. Ce sont des modèles de poche qui sont entraînés sur des données très spécifiques, qui sont faits à partir de rien, qui sont entraînés complètement pour leur domaine spécifique, pour leur problématique. Mais ça permet un très haut niveau de contrôle et une analyse aussi beaucoup plus facile. Parce que là aussi, on va poser des sondes de tous les côtés, et c'est mieux d'avoir 100 millions de paramètres que 100 milliards quand tu fais ce genre d'analyse. Donc, la problématique, par contre, elle reste. Parce que ça reste des modèles de langage qui sont architecturalement semblables au gros. Ce sont des GPT, simplement. Dans le cas d'Othello, donc Othello ou Reversi, si vous préférez, on a des cases avec des configs de jetons blanc ou noir. Et on convertit plein de parties du jeu en des suites de symboles. Donc par exemple A1 pour la première case, B2, H4, etc. Sachant que A1 sera un token en particulier, donc ce sera un mot, pour le modèle langage, ce sera un mot, B2, H4, ce sont d'autres mots. Voilà, ce sont des suites de tokens comme ça. Et ensuite, ils prennent un GPT, un vrai petit GPT, alors pas très très gros, mais quelques dizaines de millions ou centaines de millions de trucs, et de manière purement statistique, sans lui expliquer les règles, ils entraînent un petit GPT sur des parties. Et après, ce qu'il constate, c'est que le petit GPT, il a appris les règles tout seul. Il les connaît. Parce qu'il peut prédire avec 99,9% de réussite quels sont les mouvements autorisés, à partir d'une configuration qu'on lui donne. Donc à partir de là, ça devient encore plus intéressant parce que ils sont allés, comme tout à l'heure avec E.T., ils sont allés regarder dedans. Ils ont mis des sondes pour monitorer l'état des neurones du réseau, comme tout à l'heure. Donc ils ont cherché à corréler des choses, ils ont cherché à corréler les états des neurones donc de ce petit GPT, mais cette fois avec l'état du plateau de jeu. Donc là, c'est pas des réponses oui-non, c'est carrément tout l'état du plateau de jeu. En essayant d'étalonner les sondes pour qu'elles fassent en gros une sorte de traduction entre les états internes du réseau et le plateau de jeu. Et ils en ont trouvé. Et ils constatent qu'ils peuvent mettre en lien l'état de la sonde avec celui du plateau. Donc le réseau s'est donc créé une représentation interne à lui, abstraite, de l'état du jeu. Et il montre aussi que cette représentation, elle est causale. C'est-à-dire exactement comme avec E.T., donc ce qu'on a dit tout à l'heure avec les réponses, les questions-réponses, ils se sont servis de ce qu'avaient appris les sondes pour aller altérer quelques neurones pendant que le réseau fonctionne. Donc ils ont fait encore une fois une petite intervention chirurgicale là. Donc en altérant les neurones de la représentation, on change le mouvement que prévoit le réseau en sortie. C'est dans ce sens qu'il y a causalité entre représentation mentale, entre guillemets, en quelque sorte, du plateau, et la réponse que va donner le réseau après. Donc dans l'autre article, et donc cette fois c'est un article du MIT, le setup est un peu plus compliqué, mais la technique et le résultat sont assez similaires finalement. Donc c'est un modèle de langage qu'on entraîne sur du Carel. Carel, c'est un langage de programmation éducatif, dont le seul but est de manipuler une espèce de tortue ou un petit robot. Donc on déplace de case en case virtuellement sur une grille en fait, éventuellement en déplaçant des marqueurs. Donc le truc, c'est qu'on lui donne 2 grilles avant-après, et que le robot, avec le modèle, il doit donner donc 2 grilles avec un robot 2 grilles avec un robot dans une position, un robot dans une autre position avec éventuellement des marqueurs qui bougent, et le modèle de langage, il doit produire le code Carel qui déplace le robot pour aller de avant à après, voilà, tout simplement. Donc c'est un truc qui se rapproche effectivement du logo, de l'antique logo, tu tournes à 90, tu avances un peu, tu tournes à moins 90, etc. C'est un truc très basique que les modèles de langage doivent apprendre à faire de manière là encore purement statistique. Et il y arrive d'ailleurs très bien. Ce qui n'est pas si étonnant, parce que quand tu vois comment GPT-4 est super fort en programmation, tu te dis, Carel, ça devrait être gérable. Et donc, comme avec Othello, les chercheurs ont envoyé des sondes pareilles dans le réseau, et ils ont trouvé dedans une représentation abstraite de l'état de la grille, avec des marqueurs même de la direction du robot.
Donc ils peuvent retrouver comment est représentée la direction du robot à l'intérieur du réseau. Donc en fait, il montre que le modèle produit le programme qu'il est en train d'écrire en se servant de cette représentation mentale. C'est-à-dire que les données de la sonde, la représentation... On lit un peu dans ses pensées, c'est un peu déroutant quand même. Bah oui, c'est exactement ça, oui. Si tu dis, enfin évidemment, si tu utilises la métaphore de pensée, c'est exactement ce qui se passe, oui. Donc les données de la sonde, de la représentation, sont bien corrélées avec les futurs tokens qui sont produits par le modèle en plus. Donc tu vois. Et donc déjà, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu avec Othello, de manière un petit peu plus sophistiquée même. Et pour enfoncer le clou, les chercheurs du MIT font aussi une analyse statistique des programmes produits par le modèle. Donc ils font produire plein de programmes et ils font des stats dessus. Si on part du principe que le modèle reproduit exactement la distribution statistique des mots du dataset qu'il a utilisé pour son entraînement, alors on devrait avoir des productions qui sont statistiquement identiques quand il fait de la génération, à ce qu'on trouve donc dans les données d'entraînement. Eh bien, c'est pas le cas. Le modèle produit des programmes qui sont en moyenne plus courts et qui donc s'écartent du schéma statistique qu'il a appris. C'est comme si un élève avait un regard critique sur le problème qu'on lui donne, il prend du recul et il arrive à aller au-delà de la simple demande, quoi. C'est assez impressionnant. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors bien sûr, encore une fois, on parle pas directement là de ChatGPT ou de Bard, mais ce sont des IA qui sont qualitativement analogues et qui semblent avoir une certaine forme de compréhension de ce qu'elles font, au-delà de la pure forme. Et donc, oui, ça semble ouvrir la possibilité qu'il puisse exister une forme de compréhension dans les modèles de langage tout court. Alors d'après les chercheurs, leur travail d'ailleurs réfute deux hypothèses qu'on associe explicitement, ou implicitement à l'appellation de perroquet stochastique, qui sont que d'une part ils sont limités à reproduire les corrélations statistiques superficielles, et que d'autre part ils ne peuvent pas avoir de notion du sens de ce qu'ils lisent et génèrent. Donc voilà, les modèles de langage ont une notion de sens et de compréhension. Quand on parle évidemment de ChatGPT et ses amis, là il n'y a pas de démonstration rigoureuse, parce que là on est vraiment sur des cas très spécifiques, où on a des démonstrations, quoi. Mais là, bon, alors après, voilà, de toute façon, les IA fonctionnent d'une manière qui sont très différentes de nous. On l'a vu à de nombreuses reprises. Il suffit de se souvenir des attaques adversarielles sur les modèles de reconnaissance de forme. Tu te souviens sans aucun doute. Tu sais, quand on mettait un sticker près d'une banane et que rigolo, du coup, il reconnaît une mouette. Andouille. C'est ça, c'était un truc du genre. C'était vraiment ce genre de choses. Donc, même si les IA comprennent des trucs, ça pourra prendre des formes de compréhension, ça pourrait être des choses qui sont très différentes de la manière dont nous on fonctionne, on n'en sait rien. Donc je suis pas en train de dire que ChatGPT ou Llama sont conscients, ni même vraiment intelligents, en fait, c'est pas vraiment le sujet, là, tu vois. Ce qu'on voit, c'est que dans des réseaux de neurones, même modérément gros en vérité, on voit émerger des structures mathématiques complexes qui représentent des concepts interprétables, qu'on peut reconnaître et interpréter, et surtout on voit émerger ces structures complexes à la suite d'un entraînement sur une tâche qui est de la prévision statistique pure et superficielle. Et voilà. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, mais c'est quand même déjà intéressant. C'est génial parce que ça donne l'impression que on est en train de prendre le temps d'étudier des bêtes qu'on a créées, des bêtes informatiques, des bêtes numériques. Mais c'est exactement ça. Qu'on n'a pas complètement analysé de bout en bout. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ces dernières semaines, l'actualité est décidément hyper intéressante à suivre cette année sur le sujet des intelligences artificielles génératives. C'est que autant il y a eu des explosions, des évolutions sans cesse renouvelées de tout ce qu'on pouvait faire avec les IA génératives. Et j'ai le sentiment que là, évidemment, ça continue, ça reste bluffant, mais que on a aussi la possibilité de prendre le temps de disséquer un peu les bêtes qu'on a créées pour voir un petit peu mieux comment ça fonctionne à l'intérieur. Et quand tu penses que tout ça a été créé par des êtres humains, c'est assez remarquable. Après, il faut pas, c'est pas forcément étonnant que on trouve des choses a posteriori. Parce que on sait déjà en mathématiques depuis longtemps que même des règles simples peuvent faire émerger des comportements complexes de manière macroscopique. C'est des choses qui sont assez courantes en vrai. Et là, on peut dire effectivement que quand on a des systèmes qui comportent des milliards de paramètres, on a des choses qui sont énormes, qui sont macroscopiques. Et donc, en gros, ce sont des règles simples qui les gouvernent, parce que l'inférence, c'est des calculs qui sont relativement simples à la base. Même la backpropagation, je veux dire, l'entraînement, tout ça, c'est quand même des calculs qui sont pas non plus extrêmement compliqués. Donc ce sont des règles simples, mais qui sont itérées comme ça des milliards et des centaines et milliers, même de milliards de fois. Et au final, c'est pas si étonnant que ça génère tu vois, il y avait quand même vraiment la possibilité que ça génère des choses complexes à un autre niveau, tu vois, qu'il y ait des structures émergentes à plusieurs niveaux.
Ça n'en reste pas moins captivant, je trouve. Et si on le fait en première lecture, on a envie d'y transposer des choses et des notions qui sont pas réelles, mais c'est captivant en tout cas. Trop bien. Bah écoute, il va quand même falloir, Guillaume, que tu arrives à satisfaire mes attentes les plus chaudes, celles de faire du shopping sans aller dans les magasins quand même avec ça. Il faut que ça serve maintenant, tes histoires d'intelligence artificielle. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, on va passer à des trucs plus simples et plus reposants, parce qu'on va parler de 2 autres modèles d'IA qui vont avoir un usage probablement quotidien sous peu. Donc il y a effectivement l'essayage de vêtements virtuels et les filtres vidéo to vidéo aussi qui s'améliorent pas mal. Alors le premier modèle vient de chez Google, donc c'est Virtual Try-On, ce qui fait en fait assez simple, assez simple à comprendre en tout cas, c'est vous lui donnez une photo de vous, une photo d'un vêtement, et il prend une photo de vous qui porte le vêtement, et de manière crédible, c'est-à-dire en faisant attention à votre anatomie, et tout y est, même les plis. Donc le Virtual Try-On, c'est un modèle de diffusion, c'est-à-dire un Stable Diffusion très lourdement customisé, il permet de décliner à l'infini les modèles portant des petits hauts à fleurs, tout morphotype, toute ethnicité, etc. Alors, je suis pas sexiste, c'est juste que les exemples montrés sont tous des petits hauts à fleurs. Je sais pas s'ils ont fait que ça. C'est un post de blog d'une recherche Google, mais ça va être déployé très vite. C'est vrai. Et ça se base sur le Google Shopping Graph. Et donc, il y a des marques qui se sont lancées dans l'aventure déjà. Donc, il y a Anthropologie, Loft, H&M et Everlane. Et comme j'en connais qu'une sur 4, je vais passer tout de suite à la news suivante parce que je passe. Je peux quand même rebondir en disant que l'usage est tellement convaincant pour le grand public que c'est une raison suffisante pour que, en tant qu'utilisateur, tu confies de la donnée morphologique, de la donnée sur ta constitution, beaucoup plus librement et surtout sur la base d'images à des marques, quoi. Et bon, j'imagine évidemment les opportunités que ça peut représenter, parce qu'à partir du moment où tu as essayé tel produit et que tu as testé avec telle morphologie, il y a de bonnes raisons qu'on puisse te penser des produits qui aillent bien à ce type de morphologie. Bref, passons. Les cabines d'essayage du futur sont traitées. Tu vas nous parler aussi de la génération de vidéos qui a encore passé un cap grâce à des petites évolutions super intelligentes, Guillaume. Et oui, je vais parler de re-render, qui est très bien nommé, puisque si une vidéo te plaît pas, tu peux la re-render, tout simplement, pour en faire une vidéo complètement différente. Alors, dans l'idée, ça ressemble énormément à Gen 1 de Runway. Donc, c'est un image to image, c'est-à-dire... ce truc. Voilà, on prend une image et on la modifie avec un prompt. Donc, tu dis, tu prends une photo de toi, et tu dis, je veux être Elrond du Seigneur des Anneaux. Bon, voilà, il te fait une tronche d'elfe. Mais bon, le truc, c'est que, évidemment, si tu fais ça image par image, quand tu as une vidéo, il n'y a pas de cohérence temporelle. Donc, ça veut dire que tu as des sentiments, tu as des trucs qui bougent de manière brusque dans les clips, et c'est pas beau du tout. Donc, Gen 1 essaye de corriger ça, mais il n'y arrive pas complètement. Et bon, clairement, le vidéo to vidéo a de beaux jours devant lui. Voilà, Gen 1. Et d'ailleurs, Gen 1 et Gen 2 sont disponibles librement. Et on peut constater avec Gen 2 que le texte to vidéo, la génération de vidéos avec juste du prompt, elle est prometteuse, mais qu'elle est vraiment pas encore arrivée. Et même le vidéo to vidéo, bon, ça commence à devenir viral, par contre. Je sais pas si t'as remarqué. On voit pas mal passer de vidéos avec un gars qui se balade en se filmant chez lui, et d'un claquement de doigts, tu sais, il devient un viking, carrément. Un personnage d'animé en romain, mannequin en Chanel, ce que tu veux. Et donc ça marche, mais c'est pas encore super stable, et en fait re-render, je trouve, est bien meilleur que ça. Le truc, c'est que en fait, c'est vraiment, il fait la même chose, mais vous allez voir les démos, c'est impressionnant. On dirait une vraie vidéo, on dirait qu'il y a pratiquement plus de sentiments, que les choses sont très stables, c'est vraiment pas mal. Et donc, le domaine du vidéo to vidéo, ça suscite énormément de recherche et d'engouement. Et donc, c'est assez clair que d'ici peu, maquiller une vidéo, ça deviendra aussi banal que de créer une image avec Midjourney, quoi. Et ça ouvre la porte aussi à des perspectives assez vertigineuses en réalité augmentée. Imagine, imagine qu'on ait vraiment des casques à la Reality Pro, tu sais, les casques de ski, là, comme ça, voilà, dans 5-10 ans, on en a, c'est normal, quoi, tout le monde en a. Imagine ce que ça peut donner, si tu les couples à des filtres génératifs. Tu peux tout transfigurer autour de toi. Tu peux vivre dans un château médiéval avec Scarlett Johansson, et transformer tes enfants en ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des gremlins. Et ta femme, quant à elle, elle vivra aux côtés de Chris Pratt, comme elle en a toujours rêvé, et tout le monde sera heureux, voilà, dans ce petit monde à lui. Quel avenir formidable. C'est assez bluffant quand tu regardes les images quand même. Après, ce que je trouve assez remarquable, c'est de voir la quantité de calculs qui est générée, mais pour rien en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes toute la génération de toutes les images clés qui sont faites, parce que je veux être bien sûr d'avoir compris, il faut passer par l'étape où tu as toutes les images clés qui sont pas cohérentes d'un point de vue temporel, pour après en faire une interprétation qui est cohérente sur le plan temporel. On est d'accord. C'est comme ça que fonctionne ce modèle re-render.
Ou pas? Oui et non, oui, mais pas complètement. Enfin, il est pas forcément obligé de rendre tout. Ça peut rester en latent, je pense. Ok, d'accord. Bon, bah, je retire ce que j'allais dire. Ils disent que c'est une latent fusion, donc je pense qu'en fait, il reste dans l'espace latent quand même. Très bien. À table, les IA qui se dévorent déjà elles-mêmes, Guillaume. On avait parlé de cette expérience où ils avaient entraîné des modèles de langage sur leur propre production et que les générations successives devenaient complètement débiles au fur et à mesure. Et en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre que le web soit saturé de contenu génératif, parce que il y a un autre truc auquel on n'avait peut-être pas pensé, c'est que les travailleurs précaires payés au lance-pierre pour préparer les données pour les IA, qu'utilise déjà largement tout le monde, OpenAI et Google, voilà, eh bien, ils commencent à utiliser ChatGPT, bien entendu. Parce que ce genre de boulot est souvent confié à des travailleurs sur des plateformes comme Mechanical Turk d'Amazon. Et il y a des chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne qui en ont recruté 44 pour faire un résumé de ces articles médicaux. Ils ont estimé qu'entre 33 et 46% du texte qu'ils ont reçu avait été généré par une IA. Et c'est absolument pas étonnant. Parce que quand t'es payé $1 de l'heure pour résumer un texte, c'est très tentant, c'est même parfois vital, d'accélérer le processus avec n'importe quoi, et ChatGPT, pourquoi pas. Parce que t'es pas ultra motivé, $1 de l'heure à faire un truc top niveau, tu vois. Et puis évidemment, si tu cites ChatGPT, tu peux faire beaucoup plus de boulot, et gagner du coup une somme un petit peu moins ridicule à la fin de la journée. Et donc l'expérience est très limitée, 44 recrues, bon évidemment c'est peu, mais ça confirme un truc assez logique. Des travailleurs mal payés, pour faire un boulot, évidemment ils vont l'automatiser, tu vois, s'ils peuvent. Donc ça va devenir de plus en plus difficile en fait d'avoir du matériel vraiment 100% fait par des humains à ce train-là. Et donc le texte de qualité va devenir un truc de plus en plus recherché par les entraîneurs de champions. Du coup, ils vont peut-être aussi rémunérer mieux, va savoir. Ou alors ils vont surveiller super fort et puis ils vont virer méchamment tous ceux qui utilisent leurs propres outils en fait. Donc ça sera peut-être même plutôt la deuxième solution. Plus probable effectivement. Très bien. On enchaîne avec Sam Altman qui est pas forcément bien perçu en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume ? Oui, puisqu'on parle en creux d'OpenAI, on parle un peu d'Altman, qui a mis en pétard les Indiens, à peu près tous les Indiens. Alors c'était le 7 juin, il était à Delhi, et quand on lui a demandé si 3 ingénieurs indiens avec $10 millions pouvaient espérer concurrencer OpenAI, il a dit « lol, non ». Et honnêtement, je pense qu'il a raison, parce que je rappelle qu'OpenAI est financé par Microsoft à hauteur de $13 milliards quand même. Mais bon, beaucoup d'Indiens ont juste retenu « vous allez pas pouvoir rivaliser avec nous », et du coup ils l'ont mal pris. Alors souvent la citation est prise hors contexte, et Altman a clarifié, il a bien dit qu'il pensait vraiment que 3 gars et 10 millions c'était vraiment pas assez. Et en plus, objectivement, en 2022, le secteur entier des startups indiennes a levé $25 milliards, soit à peine 2 fois plus que les fonds actuels d'OpenAI tout seul. Bon. Mais bon, les Indiens sont offensés, et du coup, ils envoient des tweets vénères, ils font aussi, pour certains, quand même, une certaine autocritique, et ça les titille un peu de lancer, du coup, des financements pour relever le défi. Il y en a même qui parlent d'intégrer un grand modèle de langage, si tu as un modèle de langage maison, qui pourrait intégrer leur pile logicielle indienne, dont on a parlé déjà plusieurs fois. Il y a même Gurnani, CEO de Tech Mahindra, qui a été le premier en fait à tweeter qu'il relevait le défi, qui s'est même fendu d'un article entier dans Rest of World pour assurer que l'Inde pouvait carrément dominer l'IA. Très honnêtement, même si l'Inde c'est un très grand pays et qu'il y a un très bon secteur tech avec de très beaux ingénieurs, dominer le secteur de l'IA, ça va pas être facile. Alors je dis pas que c'est impossible, mais surtout que voilà, le commentaire d'Altman semble les avoir surmotivés, ça c'est pas mal. Mais bon, objectivement, les US et la Chine ont quand même pris pas mal d'avance, et puis les montants que les deux pays injectent dans le secteur sont absolument colossaux. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gagné quand même. Après, ils vont essayer quand même, et c'est très bien, en fait, c'est tant mieux, parce que de toute façon, sur le chemin, ils vont sans doute créer des trucs très cool, qui peuvent être très très utiles, quoi. Donc voilà, on va peut-être même voir s'amorcer un plan IA suite à toute cette controverse, va savoir, ce serait marrant. Et du coup, je reste absolument fasciné de voir à quel point un simple « t'es pas cap » peut être efficace. C'est la meilleure motivation, effectivement. T'as les foies. Mais je suis aussi, moi, marqué sur le plan de la communication, de la capacité de Sam Altman à répondre n'importe quoi, parce que ce genre de questions, je vois pas pourquoi tu te prends la tête. Tu dis, c'est intéressant, je ne doute pas une seconde que l'Inde est plein de ressources, et d'ailleurs, en substance, c'est un petit peu ce qu'il a dit dans un deuxième temps à sa manière, mais va trouver énormément de ressources pour faire preuve de créativité. Tu vois, t'as des matières de le dire, plutôt que, non, pourquoi vous voulez faire ça, c'est juste pas possible, vous allez vous brûler les ailes. Bon, écoute. Il y a de la poésie dans ce conducteur, Guillaume. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et oui, parce qu'on avait déjà l'impression de vivre dans un film de science-fiction, mais avec ce dernier article que j'ai vu passer, on a plutôt l'impression d'être dans une série télé, tu sais, genre Les Experts Miami.
ou les experts New York, je sais pas, ou NCIS, Montargis, enfin voilà, ce que vous voulez. Le titre est joli, c'est voir Montargis, le monde à pas travers trop. vos yeux. Ah bah, ça doit être palpitant, ça. NCIS, Montargis, ça doit être palpitant. Chaud. Donc, c'est zone interdite quelque part. Le titre est beau, donc le titre c'est voir le monde à travers vos yeux. Voilà, c'est le titre de l'article. Et l'idée, en fait, c'est simple, c'est utiliser vos yeux comme des miroirs pour voir ce que vous voyez. Et bien sûr, ça c'est l'idée, c'est simple. Après, le faire, c'est très très difficile. Et le plus fou, c'est qu'ils y sont presque arrivés. En utilisant uniquement des photos de portraits en haute résolution et en analysant uniquement les reflets dans les yeux des gens, ils ont reconstruit en 3D la scène qu'ils voient. Rassurez-vous, c'est très moche et très flou. Mais on arrive quand même à reconnaître la peluche Kirby qui est posée sur la table. Alors la méthode est complexe, vous vous en doutez un petit peu. Ça emploie plein de réseaux de neurones différents en fait. Évidemment, what else, pour créer un champ de radiance sur la scène. Pour la segmenter aussi, ils utilisent Segment Anything, qui est donc le modèle de méta. Ils utilisent aussi des algorithmes pour localiser les yeux. Et bon, en gros, on prend la photo de l'œil, on estime la texture de l'iris, et on modélise la géométrie de la cornée aussi. Et on extrait les données de la scène en soustrayant la texture de l'iris et en tenant compte de la géométrie de la cornée, qui est globalement une demi-boule. Et après, on estime le champ de radiance de la scène. Et après, il y a un NERF qui va... donc un NERF, c'est un Neural Radiance Field. Donc en gros, c'est un réseau de neurones qui recrée la scène en 3D, qui va donc, de manière très limitée quand même, on n'aura que tout petit nombre d'angles possibles, reconstruire la scène. En théorie, ça marche très bien. Donc c'est-à-dire ils ont validé sur des trucs, des exemples parfaits, ça marche très bien, on peut avoir une image nette de ce que voit la cornée en théorie. Et en fait, on pourrait même avoir une très bonne reconstruction. En pratique, c'est très largement moins spectaculaire. Ça marche, oui, mais il faut beaucoup de lumière. La reconstruction, elle est très 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 bruitée. Bon, voilà, vous vous doutez bien qu'on est très très loin des conditions idéales et des conditions parfaites si on prend que des petits trucs comme ça sur les yeux des gens. Mais dans une certaine mesure, c'est presque rassurant. Et il faut quand même saluer l'exploit d'avoir réussi à récupérer l'image de Kirby, parce que c'est un sacré challenge. Et bon, peut-être que dans l'avenir, va savoir, ce sera plus de la science-fiction, ce qu'ils font sur NCIS. Je suis très frustré parce que je suis jamais arrivé à charger la page derrière. Je sais pas si le PDF pèse un âne mort avec le lien dans les notes de l'épisode, mais je suis toujours pas arrivé à le voir. Je suis extrêmement frustré. En même temps, tu nous l'as très bien décrit. On va laisser ça en suspense pour les personnes qui écoutent l'épisode et qui consulteront les notes sur techcafé.fr. En attendant, on va laisser les intelligences artificielles de côté, puis on va parler un petit peu de matos. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de matériel, avec, pour commencer, AMD qui dévoile ses puces serveurs, Guillaume. Oui, AMD, il est offensif là, la hype de l'IA, c'est une opportunité monstre pour vendre des wagons de puces. Et en plus, il flaire le sang. Voilà, il flaire le sang d'Intel comme ça, qui saigne et ça le stimule. Donc Intel a un passage à vide, il perd des parts de marché et AMD donc envoie les watts complètement, à la fois sur le segment des processeurs et des accélérateurs graphiques. Donc accélérateurs graphiques aujourd'hui, c'est des accélérateurs polyvalents bien sûr. Donc sur le plan des CPU, on a eu droit à 6 nouvelles puces cette semaine, dont 3 avec l'architecture Zen 4C, qui est un raffinement un petit peu plus compact de Zen 4, et 3 avec la technologie 3D V-Cache. Technologie qui consiste donc à mettre un énorme cache sur la tête du processeur, comme ça, pouf. Donc pour une puce qui n'est pas vraiment en 3D, mais presque, donc en 2D et demi. Et donc, on le disait, le Zen 4C, il est 35% plus compact, ce qui permet de placer plus de modules sur un même processeur, et donc jusqu'à 128 cœurs. Donc, on a des corps complexes de 16 cœurs, et on peut en placer jusqu'à 8, alors qu'avant, on avait des corps complexes de seulement 8 cœurs. Et donc, du coup, on avait seulement 96 cœurs par processeur maximal. C'est une misère. Je sais pas ce que tu peux faire avec un veau pareil. C'est sûr. Évidemment. Donc, il faut noter aussi qu'on a moins de cache L3, par contre, par cœur Zen 4C. Rien n'est gratuit quand même. Donc ce sont des monstres qui sont cadencés autour de 3 GHz, mais bon, c'est déjà pas mal avec le nombre de cœurs qu'ils ont en boost, et qui consomment entre 360 et 400 watts. C'est vraiment des trucs professionnels. Ça gère de la DDR5 avec correction d'erreur jusqu'à 12 canaux. Et donc en plus de bandes passantes, en plus il y a beaucoup plus de bandes passantes virtuellement avec le 3D V-Cache éventuellement. Et on a donc soit ça, soit plus de cœurs. Ça veut dire aussi, si tu es évidemment un prestataire cloud, plus de vCPU, plus de CPU virtuels pour tes machines virtuelles. Donc évidemment, tu as tout un large choix de ces puces qui vont évidemment tenir la dragée haute à l'offre d'Intel, donc les Sapphire Rapids. Et côté GPU, on va encore un peu plus loin, parce qu'on explose tous les compteurs avec le MI300A, qui est sans doute le plus gros système sur puce jamais vu, puisque c'est une seule puce qui contient 24 cœurs de CPU et 21 120 stream processors, donc de GPU.
C'est à peu près 1,5 fois plus que le GPU simple de la génération d'avant. Donc ce monstre a 146 milliards de transistors, donc tout est divisé en chiplets, donc des petits, c'est un gros Lego quelque part, mais chacun de ces chiplets sont raccordés sur le même die. Donc ça a 128 gigaoctets de mémoire partagée entre le CPU et le GPU avec une bande passante de 4,4 teraoctets secondes. Donc là on tient un champion pour entraîner des IA parce que tous ces chiffres, et oui, ont une importance. C'est pas juste du porno, du porno pour geek, pas du tout. Parce que en fait, la quantité de RAM et la quantité de bande passante est très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle où on a des énormes volumes de données qu'on doit passer en revue à chaque fois qu'on fait une inférence. Donc ce système sur puce, c'est vraiment un tout en un. T'as un GPU, un CPU professionnel, monstre, sur une même puce avec RAM intégré, il n'y a plus qu'à. Donc si vous voulez rester avec un bon vieux processeur à part, par contre, c'est tout aussi possible, hein, puisqu'il y a aussi, si vous voulez garder le CPU et un GPU à part, ben vous pouvez même avoir encore plus de cœur, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 28 000 et jusqu'à 192 gigaoctets de mémoire. Et c'est une course à la démesure vraiment de la RAM embarquée, qui est assez, ça peut paraître disproportionné, mais en fait c'est justifié. C'est justifié par le besoin que les IA ont, par exemple quand on parle de gros modèles de langage, par exemple le gros Llama, il y a 65 milliards de paramètres. Si tu le mets en full, précision 16 bits, qui est la précision native en général, c'est 130 gigaoctets de RAM, en version non compressée. Et or, donc, avec 192 gigaoctets de RAM, tu peux le charger, d'emblée, comme ça. Et puis, tu peux t'en servir direct, et le tout évidemment accéléré par les unités matricielles de la Radeon. Même pas besoin, comme c'est souvent le cas, de scinder le modèle sur plein de cartes. Et donc, on a besoin de moins de GPU pour l'entraînement aussi, ce qui est super parce que c'est moins cher, ça prend moins de place, ça consomme moins en général aussi. Et surtout, les communications inter-GPU, c'est souvent des goulets d'étranglement. Donc les grosses RAM avec beaucoup de bandes passantes, c'est devenu une nécessité pour exécuter des modèles de grande taille. Et donc AMD, c'est donc Radeon Instinct MI300A et MI300X, ils comptent bien capitaliser là-dessus. Alors pour préserver votre sensibilité, je ne vous donnerai pas les prix de ces puces, il faut savoir rester pudique. Moi j'aimerais bien quand même. C'est entre 20 et 30 000 $. D'accord, on va effectivement pas le relayer. On va effectivement pas le relayer. Voilà. D'ailleurs, au passage, Apple risque aussi de devenir un chouchou pour l'inférence en local, parce que sur des petits modèles privés, peut-être à des échelles un peu inférieures, mais pour les de la main un petit peu plus petits, parce que les M1 et M2, ils ont une très grosse bande passante mémoire depuis toujours, c'est un de leurs points forts, et c'est précieux pour le deep learning. Et d'ailleurs, j'ai vu passer que le M2 Ultra, qui est une puce encore plus puissante avec encore plus de cœurs de GPU, pouvait avoir jusqu'à 192 gigaoctets de RAM très très rapide. Ce qui laisse penser que ça pourrait être bien équipé en fait, pour exécuter en local, même des gros modèles de langage en version compressée ou pas, sans souci. Alors ça coûte moins cher que 20 000 $. Oui, et justement, et ça coûte moins cher que 20 000 $, donc c'est quand même un truc qui est assez intéressant. Après, là je parle du M2 Ultra, c'est pas donné non plus. Bien sûr, parce que le M2 Ultra, ça se trouve dans un Mac Pro dont les tarifs commencent à 7 000 $ quand même. Effectivement. Pas un cadeau. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de voir que l'intelligence artificielle qui nous verse notre actualité depuis des mois, elle rayonne jusque dans la perspective du matériel. Ça montre que c'est là sans doute pour durer. Tu nous parlais d'Apple, tu t'es plongé dans les mails de Tim Cook et tu t'es un petit peu renseigné sur leur chaîne d'approvisionnement. Du coup, tu as quelques indicateurs à nous donner, quelques perspectives pour l'avenir, pour le Vision Pro. Exactement, vous l'aurez entendu ici en premier. Donc, puisqu'on parle d'Apple, on peut évoquer une raison possible finalement à ce choix de prix que j'avais un peu de mal à comprendre, c'est 3 500 $ hors taxe. Bon, ils vont pas en vendre beaucoup, c'est sûr. Et c'est peut-être que c'est tout simplement ce que cherche Apple à pas en vendre beaucoup, tout simplement parce qu'ils en auront pas beaucoup à vendre. Alors d'après le site The Elec, c'est Sony qui fournit à Apple les écrans OLED qui sont donc les écrans internes au Vision Pro, les écrans principaux. C'est spécifiquement du OLED on silicon, qui est une variante de l'OLED qui permet une densité de pixels vraiment supérieure. Or, cette technologie est encore un peu jeune, et Sony ne pourrait fournir que 900 000 unités par an au grand maximum. Et en fait, on serait plutôt entre 100 et 200 000 unités par trimestre. Donc au total, Apple ne pourrait fournir que quelques centaines de milliers de casques par an en gros. Et c'est peu, et en plus Sony aurait refusé d'augmenter ses capacités de production, alors je sais pas exactement pourquoi, est-ce que c'est trop compliqué techniquement, est-ce que c'est pas rentable vu les débouchés, parce qu'il n'y a qu'un seul client, je sais pas. Ce qui semble clair, c'est qu'Apple doit trouver un autre fournisseur, et qu'il n'y en a pas des masses pour l'instant. Donc il y a bien un chinois qui en fait, mais c'est peu probable vu l'ambiance politique en ce moment.
Donc il y a LG qui est en train de développer des lignes de production, donc c'est possible qu'à l'avenir ils arrivent, mais bon, pour l'instant c'est encore en cours. Samsung aussi développe des lignes de production sur une variante qui est un petit peu différente, donc il faudra qu'ils changent peut-être très légèrement les trucs, mais bon, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça va faire court pour 2024. On comprend du coup pourquoi on table plus sur 2025 pour une version plus grand public. Quoi que ça veuille dire pour Apple grand public, hein, mais bon. Moins cher que le Pro, plus accessible en tout cas. On croise les doigts. Guillaume, il me semble, il n'y a pas très très longtemps qu'on parlait de télé avec tes expériences malheureuses d'un écran plasma qui a vécu une seconde vie avec ses pièces, mais tu l'as remplacé par un écran LCD, c'est ça, si j'ai bien suivi, une TV LCD. Et oui. Pas de technologie d'avenir, ça, enfin, Guillaume. Pas voyons. Pas du tout. C'est vrai, un petit mot pour dire que les LCD... le LCD, c'est fini, quoi. Le LCD est en train de tirer sa révérence. Tout doucement, hein. Mais bon, si c'était pas complètement clair, c'est désormais officiel, ou presque. Le secteur LCD n'a pratiquement plus aucun budget attribué à la recherche. Donc toute la recherche va au OLED, au micro-LED et autres. Alors c'est un gars de chez EMD, qui est un gros fournisseur de cristaux liquides, qui le confirme. Donc chez Samsung, LG, le LCD, c'est fini. Chez Sony aussi, d'ailleurs, un peu. Donc les budgets sont réorientés vers toutes les technologies dites émissives, parce que le LCD c'est transmissif, hein, tu as un module en rétroéclairage. Donc prononcer le décès du LCD aujourd'hui serait quand même très exagéré, hein, parce qu'il y a encore énormément de modèles, bien sûr, il y a des chaînes de production qui vont se rentabiliser encore pendant des années, donc ils vont s'en vendre encore longtemps, des années et des années. Mais bon, progressivement, ça va se décaler vers l'entrée de gamme, et on n'aura pratiquement plus de progrès non plus sur la qualité des écrans. Parce qu'on est déjà à peu près au taquet, on est à peu près au max de ce qu'on peut faire sur les dernières générations. Donc le LCD est en perte de vitesse, et voilà, son heure de gloire est déjà passée. Eh ben, c'est bien triste, quelque part. Mais bon, c'est normal, hein, les technologies évoluent. On a tous notre petit cœur qui a été porté par des technologies LCD. On continue avec la Pixel tablette. Guillaume, je crois qu'on a des premiers tests maintenant qui commencent à fleurir un peu partout, suite à des embargos qui ont dû être levés, j'imagine. Et oui, puisqu'on parle d'écran, on parle de la Pixel tablette. Oui, forcément. C'est un écran LCD. Oui, ok, je sais, la transition elle est là parce que je l'ai décidé, mais bon. Allez, passons. Elle est validée. On l'avait vu à la dernière Google I.O. et on avait pensé, enfin moi je l'avais plutôt pensé du bien, on avait trouvé que c'était plutôt une bonne idée de coupler une tablette avec un dock magnétique qui fait aussi haut-parleur connecté. Moi j'avais trouvé ça plutôt malin. Oui. Bon, toi je sais pas, idée. mais... Si, tout à fait, bonne idée, ça mérite effectivement d'être développé. On aimerait le voir partout, je dois dire. C'est ça, et d'après les tests qu'on fait Numérama, ça se confirme, c'est plutôt cool. Le seul problème, c'est que l'ensemble est proposé presque 700 €, 679 pour être précis, et que là, ça vaut plus trop le coup. Parce que bon, on parle d'une tablette qui est cool, hein, mais qui est pas non plus à grimper au rideau, avec un concept qui est très grand public, très familial, hein, mais qui est à un prix qui est juste du coup disproportionné. La tablette, elle est pas pro du tout, c'est pas fait pour travailler. D'ailleurs, c'est confirmé, elle fait effectivement assez cheap au toucher, c'est assez dommage. Donc ok, c'est plus cool, plus sophistiqué, c'est plus pratique aussi qu'un Nest Hub. Mais un Nest Hub, ça coûte 230 balles. Donc payer un petit peu plus cher qu'un Nest Hub, ok, mais 3 fois plus, non. Et c'est bien dommage parce que sinon, le son est bon, la tablette est très correctement réactive et pratique, hein, le dock est très cool. Donc c'est bien, mais à ce prix-là, non, désolé. On attend des baisses de prix qui ne manqueront pas d'arriver, qui seront sans doute pas suffisantes pour rendre le produit accessible vu la différence entre le prix qu'on aimerait que ça coûte et le prix auquel elle est proposée, mais on suivra ça évidemment. Allez, un peu de cosmétique, Guillaume, un peu de marketing et de communication avec la manière dont Intel communique sur ses gammes de processeurs. Voilà. Et oui, changement majeur chez Intel qui fait une révolution, hein, c'est audacieux, c'est disruptif. Il va enlever les i dans ses logos. Oh là 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 là. Et ouais, c'est fou, je sais. Et oui, on va toujours dire Intel, on va toujours dire Core, mais on va toujours dire 357 d'ailleurs, mais on va plus dire i7. C'est une audace qui me pétrifie. Intel entreprend un rebranding parfaitement inutile et qui floute encore un peu plus sa gamme de produits qui était déjà super claire. Sa nomenclature était déjà totalement transparente, bien sûr. Donc on aura donc des Core 3, des Core 5, des Core 7, mais attention, on aura aussi des Core Ultra, des Core Ultra 5 et des Core Ultra 7. D'ailleurs, si on avait des Core Ultra 3, je serais mort de rire, parce que déjà, entre un Core 7 et un Core Ultra 5, la différence, ça va être subtil. Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas, la nomenclature à base de 4 chiffres random avec une lettre qu'on ne comprend jamais ce qu'elle veut dire, ça va rester aussi. Donc on aura toujours des Intel Core Ultra 7 1070H. C'est mieux. Franchement, c'est mieux, faut pas déconner. Donc, un grand absent de ces nouvelles dénominations, vous l'aurez remarqué, c'est la génération. Donc vous aurez un Core Ultra 7, oui, mais de quelle génération ? Parce que là, c'est facile. Tout ce bordel rentre en service avec le prochain Meteor Lake.
Donc c'est la 14e gêne. Bon. Ok, donc s'il n'y a que lui, c'est bon. Mais quand on aura une 15e gêne, une 16e gêne, comment on va faire la différence entre deux Core Ultra 5 ? Ben, il faudra revenir au numéro de précis de modèle. Voilà, le 1070 machin H. Donc voilà, ça va faciliter les choses, hein, clairement. Hein. Je suis sûr que la nomenclature sera bien sûr radicalement changée et toujours aussi claire, ça j'en suis sûr. Donc pour finir, les puces Intel budget, donc genre Celeron et Pentium, n'auront carrément pas de nom. C'est-à-dire ce seront des Intel processors. Ni Core, ni Ultra, rien. Donc c'est un bonheur ce truc, hein, et voilà, bien sûr ça va tout changer, ça va beaucoup aider Intel dans ces temps difficiles. Ah oui, ça donne tellement de lisibilité à sa gamme. Et ça rend extrêmement cheap, sans mauvais jeu de mots, les Intel processeurs, Intel graphics, etc. Enfin bon, bref. Écoute, c'est quand même curieux d'ailleurs. Hein, on s'imagine pas. C'est quand même une grosse boîte, ils ont de grosses ressources. Ils ont Pat Gelsinger qui est quand même maintenant à la tête de la boîte et qui donnait l'impression de proposer des choses cohérentes. Bon, sur le papier en tout cas. Écoute, ça se vérifie pas. Guillaume, une rubrique que tu affectionnes, je vais la refaire. Guillaume, une rubrique que tu affectionnes tout particulièrement et du coup par extension qu'on aime t'entendre suivre, c'est celle du bidi-bidi des petits robots. Les robots tout mignons pour notre bureau, Guillaume. Et oui, parce que ChatGPT va peut-être permettre le retour des petits robots mignons, des petits robots mignons domestiques ou même de bureau. Parce qu'ils n'étaient pas très fut-fut. On va pouvoir leur donner un peu d'intelligence. Ben, c'est exactement ça. Bon, c'est vrai que je fais comme si un jour ça avait été une vraie tendance grand public d'avoir des petits robots sur son bureau, alors que non, en fait, pas vraiment. Alors, c'est pour ça que Anki est décédé. Souvenez-vous, le Cosmo et les Vector, les petits robots à roulettes avec des yeux animés trop mignons, qui pouvaient jouer avec des cubes. Ça servait strictement à rien, mais c'était trop choupi. On avait une espèce de Wall-E sur son bureau. Bon, c'est un Wall-E avec un très très net retard mental, mais quand même. Le Vector d'ailleurs voulait intégrer au Cosmo un assistant intelligent, genre Alexa. Mais bon, la boîte est morte avant que vraiment ça ait eu la chance de décoller. Dans le genre, il y a eu aussi Emo. Emo, ça ressemble à un Cosmo sans roue, avec des pattes. Il y a deux petites jambes, et il se trémousse sur une sorte de skateboard, et donc il bouge. Bon, dire qu'il marche, c'est un petit peu exagéré, mais il danse et il parle un peu. C'est un gadget assez étrange qui a pas remporté un succès foudroyant, et c'est vrai que les robots domestiques, c'est une tendance dans les années 2017-2018, si tu te souviens bien. Aujourd'hui, bah, c'est plus trop le cas, et pourtant, avec les chatbots super puissants qu'on a maintenant, bah, ils pourraient revenir, parce que tu pourrais discuter avec, quoi. Et c'est sans doute ce que croit Li Ming, qui est un ancien de Xiaomi, qui a fondé Joyful Robotics, et qui a présenté une sorte de super Emo, mais cette fois sur Android. Donc a priori, c'est la même chose qu'Emo. C'est-à-dire, il a une grosse tête avec un écran et des yeux animés, il est très mignon. Il a deux pattes qui lui permettent de bouger, de se déplacer un petit peu. Il a un retour haptique aussi quand tu le touches. Il fait 16 cm de haut, mais c'est aussi un appareil sous Android qui peut utiliser des apps, et on imagine qu'on peut avoir une interfaçage vocale avec un chat GPT, quoi, hein, pour en faire un truc bien plus attrayant déjà. Donc le robot est disponible en Chine pour 230 à 250 $. Donc on imagine déjà des nouveaux chatbots qui vont peut-être se déplacer comme ça, et ça sera peut-être le retour en force des assistants. Ça pourrait aussi permettre de réanimer notre grand rêve des robots domestiques de 2018 perdus, va savoir. Ah, bah écoute, va savoir. C'est tout ce que tu as pour les robots, Guillaume ? Non, j'ai aussi un autre truc qui me tue. Ça arrive régulièrement que je tombe sur des résultats de recherche, donc je sais pas si je les trouve cool, intéressants, bizarres ou horribles. T'aimes bien les relayer, normal. Dans le doute, on verra. Quoi. Et dans le doute, je relaye tout, évidemment. Donc quand tu fais de la recherche, tu repousses les limites, hein, c'est normal, tu vas là où personne d'autre n'est allé, et parfois il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils sont pas allés là, peut-être. Alors, est-ce que ça vous dirait, à vous, d'avoir un petit robot qui se balade partout sur votre corps ? Ah, ça mérite d'être testé. Spontanément, non, mais va savoir. De votre cheville à votre nuque, en passant par votre torse et votre dos, il roule partout. Il se balade sur vous. Donc, il peut vibrer, bouger de manière bizarre pour vous dire des choses. Vous pouvez le toucher, vous pouvez pour lui donner des commandes. Et pour bien finir l'horreur, vous pourrez aussi l'habiller avec des poils et une paire de gros yeux. Ça faisait vraiment l'impression d'avoir un animal qui vous court partout dessus. Et quel intérêt ? C'est pas du tout une blague, ça vient de l'université du Maryland et ça s'appelle Calico. En fait, c'est une sorte de mini monorail. Donc sur vos vêtements, vous mettez littéralement un circuit de monorail. Donc il part de votre poche, il parcourt tout votre corps, et il y a même un système d'aiguillage au niveau du cou et au niveau du dos, pour que le truc puisse bien aller partout. Il peut aller sur les bras ou continuer vers le dos. Les rails sont magnétiques, ils peuvent se connecter entre eux pour connecter plusieurs vêtements, et le robot, c'est juste deux roulettes qu'il faut avancer sur le rail. Il peut aller relativement vite, plus de 10 cm par seconde, et se déplacer partout. Donc il peut donner des signaux sur sa position, et il a aussi un accéléromètre intégré. Donc là, si vous êtes comme moi, vous dites que c'est sans aucun doute une des recherches les plus farfelues et inutiles que vous avez vues depuis très longtemps. Et heureusement, il y a une vidéo qui montre des usages concrets. Par exemple, pour faire du sport.
Le robot peut se positionner tout seul sur votre corps pour mesurer la posture, compter le nombre de répétitions, bouger tout seul en fonction de la routine d'exercice, quoi. Et voilà, bon, il peut aussi servir pour la danse, donc là aussi, il peut se positionner précisément sur un membre, mesurer que tu fais bien les mouvements, etc. Et tout ça est monitoré, bien sûr, par une app sur le téléphone. Et là, vous vous dites, non, toujours pas. Je suis toujours pas convaincu. Donc il y a aussi une démo d'auto-auscultation. Le truc est équipé d'un stéthoscope et se positionne tout seul sur le cœur et l'écoute. Donc, bon, what the fuck. Et bon, alors il y a aussi la possibilité de détecter les mouvements et de renvoyer un feedback haptique. Par exemple, il se met sur ton bras et détecte que tu bois un coup. Donc il détecte que tu prends une bouteille, que tu bois un coup. Donc il fait un aller-retour pour dire qu'il a bien vu ça et comptabilise le nombre de fois par jour que tu bois. Voilà, ça peut être utile pour détecter ce que tu bois. Il faut aussi faire détecteur de chute, etc. Alors bien sûr, si tu aimes qu'on te court sur la peau, tu peux aussi en faire un animal de compagnie. Hein, ça, oui, bien entendu. Quoique le truc peut bouger en continu pendant 30 minutes maximum. Il a 8 heures d'autonomie en statique. Bon, ce truc est vraiment perché. Perso, je pense que jamais, au grand jamais, ce truc ne sortira du labo. Je vois pas qui aurait envie de s'habiller avec un monorail pour avoir les fonctions que j'ai citées et d'avoir un machin qui te court partout dessus, mais bon. Je peux me planter, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de Calico ? C'est un des trucs les plus bizarres que j'ai jamais vu. Ça me laisse effectivement pantois, et ce qui est assez remarquable, c'est de regarder, encore une fois, la vidéo. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. J'ai vraiment du mal à m'imaginer qu'il puisse être allé au bout de l'exercice en se disant les cas d'usage qui sont présentés, peut-être que ça va convaitre les gens. J'ai quand même tellement... Après, il y a un autre cas d'usage, tu peux imaginer que tu aies une arme dans ta poche et qu'elle puisse automatiquement arriver comme ça dans ta main, tu vois, comme dans les films, des animés de science-fiction, ce genre de truc, tu vois. Mais ça, ils peuvent pas le mettre dans un truc universitaire. Ouais, ça me laisse pantois quand même. Très bien. Plus proche de la réalité, ou en tout cas d'une mise en application concrète et pratique pour l'humanité, une proposition pour de la mesure sanguine, Guillaume. Oui, alors c'est un truc auquel je crois carrément, par contre, qui semble être une super idée, c'est le tensiomètre à ressort de l'Université de Californie. Donc si tu peux transformer ton téléphone mobile en tensiomètre pour 80 centimes, c'est carrément imbattable. Ça permettrait potentiellement de détecter des millions de cas d'hypertension, et c'est super répandu l'hypertension. Donc la plupart des gens qui en ont ne le savent pas d'ailleurs, il paraît. Mais bon, l'idée c'est incroyablement simple finalement. C'est le dispositif, c'est une sorte de pince qui s'attache devant le capteur de la caméra et avec flash. Tu sais que tu as un flash LED toujours. Donc tu vas mettre ton doigt devant, il va un petit trou comme ça, devant la caméra, et tu vas serrer un ressort avec ton pouce par exemple. Donc le flash va éclairer ton doigt, et la caméra va pouvoir analyser l'image, donc qui passe par un petit tube, pour repérer ton flux sanguin. Donc ça c'est possible de repérer le sang, comme ça effectivement tu peux estimer le pouls d'ailleurs avec ça, mais c'est pas suffisant pour estimer la tension. Et c'est pour ça que tu dois serrer le truc, tu dois pousser le ressort. Quand tu pousses à fond, le flux sanguin dans le doigt est interrompu. Parce que voilà, tu as mis une grosse pression, le flux est interrompu. Quand tu desserres progressivement, à un moment, le sang revient. Donc la tension du ressort à ce moment-là va donner une idée de la pression maximale donnée par un battement de cœur. Et ça, c'est la pression systolique. Mais pour l'instant, le flux de sang est encore limité. Donc tu continues à desserrer petit à petit, le sang va revenir de plus en plus, et à un moment, il est complètement revenu. Et le moment pile où le flux de sang redevient normal, c'est le minimum de pression, c'est la pression diastolique. Donc tout ça peut être capté par la caméra du téléphone. Il y a une appli qui estime le flux du sang à travers aux divers niveaux de compression du ressort et calcule une estimation de la tension artérielle. Et le plus beau, c'est que c'est même pas la peine de lui dire quels sont les niveaux de pression. Il n'y a pas de graduation, rien. Tout se fait automatiquement. C'est génial parce que je rappelle que c'est un truc en plastoc à 1€. Hein. Et en fait, l'appli estime toute seule la pression du ressort en regardant combien de lumière est renvoyée par la caméra. Parce qu'en fait, il y a un petit guide d'onde dedans qui renvoie plus ou moins de lumière selon que le truc est plus ou moins enfoncé. Très simplement, tout à fait mécaniquement. Donc l'appli estime toute seule le flux sanguin et la pression, et c'est bon. Alors évidemment, un truc comme ça peut pas être aussi précis qu'un tensiomètre, qu'un gros tensiomètre. Voilà, ce serait trop beau pour être vrai. Donc c'est une précision, ils disent, de l'ordre de 8 mm de mercure. Donc pour donner une idée, une tension normale, c'est moins de 140 mm de mercure. Alors 140/90, donc voilà, des systoles, diastoles, donc 140 pour un maximum, 90 pour un minimum. Et donc au-delà de 140/90 commence l'hypertension en gros. Donc c'est pas super précis, mais ça suffit pour donner une idée et encourager à aller voir un pro si c'est vraiment haut quoi. Hein. Donc tout ça est très low-tech. Ça devrait fonctionner d'ailleurs avec tout téléphone équipé d'un flash et d'une caméra d'au moins 2 mégapixels. Ça s'appelle BP Clip, donc c'est une invention bien cool. Il paraît que la moitié des adultes américains ont de l'hypertension, et en France il y aurait 17 millions d'hypertendus. Donc ça serait un adulte sur 3, et 6 millions ne seraient même pas au courant.
C'est remarquable parce que ça peut permettre d'accompagner des traitements, des suivis, etc. Évidemment, le propos n'est pas du tout de remplacer les appareils qui le font de manière très fiable aujourd'hui et qui coûtent très cher. C'est plutôt d'offrir à tout un chacun la possibilité de suivre ce sujet-là dans le temps, ou en tout cas d'être en interface avec le corps médical pour analyser un peu la situation. Trop cool, c'est une belle info pour clore, Guillaume, cet épisode de Tech Café supplément. C'est bien parce qu'en plus tu nous parles de pression comme ça, et moi je me sens détendu, tu vois, j'ai l'impression là vraiment que le travail a été fait de livrer l'actualité tech complète pour cette semaine auprès de nos auditeurs. Les soutiens sur Patreon ont pu bénéficier de cet épisode supplément quelques jours avant les autres, privilégiés qu'ils sont. Évidemment, si vous trouvez que Tech Café est un format en podcast qui vous sert à quelque chose et qui vous divertit, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour bénéficier des avantages qu'on vous a déjà cités. On compte sur vous pour aller déposer des avis sur les apps de podcast et interagir avec nous sur techcafé.fr et sur Discord, techcafé.fr/Discord. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler en cette fin de semaine, après avoir entendu ces belles informations aussi innovantes, stimulantes et rassurantes ou pas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi, le truc, c'est que tout ça m'a donné envie de mesurer ma tension, tu vois, mais j'ai ni BP Clip, ni tensiomètre. Du coup, ça me stresse. Et du coup, ça fait un peu monter ma tension. Et du coup, ça m'inquiète encore plus. Il faut briser ce cercle. Il faut que je me détende. Mais bon, voilà, je sais pas, aller voir Netflix, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est un Black Mirror, j'ai fini déjà et c'est pas terrible. Non, il faut plutôt aller voir les recos de santé publique. Les recos de santé publique pour la tension, c'est contrôler son poids, pratiquer une activité physique régulière, pas trop de sel et d'alcool, une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes, et au moins une mesure de la tension par an pour dépister. Voilà. Très bien. C'est ce qu'il nous reste à faire, mais c'est important, donc prenez soin de vous. Un message de santé publique qui vous est livré sur un plateau d'argent par Guillaume Poggiapala. Merci beaucoup pour ton travail. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et très prochainement dans un épisode de Tech Café, de Relife, ou peut-être même, allez savoir, de Contrôle Parental, un autre podcast où on parle de parentalité comme son nom l'indique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.